Houphouët-Boigny est un homme politique africain très important. C'est aussi un homme politique français très avisé. Était par lui-même un personnage très considérable, le personnage dominant de l'Afrique francophone, oui. Dans la culture africaine, c'était le doyen, c'est surnommé le vieux, et j'allais dire, il n'y avait pratiquement pas un chef d'État d'Afrique noire qui ne l'appelait pas pour lui demander conseil ou pour seulement échanger au moins une fois par semaine, hein, minimum. Le téléphone marchait beaucoup en Afrique. On a là un relais possible et Houphouët-Boigny sera toujours un allié fidèle qui partagera les analyses françaises. Voilà un chef d'État qui était très proche de Jacques Foccart. Alors que le pays s'apprête à célébrer sa fête de l'indépendance en ce début d'après-midi du 7 décembre 1993, à la télévision nationale, le Premier ministre Alassane Ouattara annonce aux Ivoiriens le décès de leur président, Félix Houphouët-Boigny. Père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny s'est éteint ce matin, mardi 7 décembre 1993, à 6h35, à Yamoussoukro, sa terre natale. En ces heures terribles pour notre pays, nous nous inclinons devant l'immense douleur de la famille et nous pleurons tous avec elle l'illustre disparu. Pendant 33 ans, il a régné sans partage à la tête de l'État. Considéré par certains comme un sage bâtisseur, il est aussi très souvent traité de pivot de la France-Afrique et de dictateur par d'autres. À ses obsèques organisées le 7 février 1994, sont présents pour lui rendre un dernier hommage de milliers d'Ivoiriens, une trentaine de chefs d'État et plusieurs personnalités parmi lesquelles ses amis intimes Jacques Foccart et François Mitterrand. Houphouët-Boigny était comme un grand arbre géant qui donnait des fruits, de l'ombre que nous profitions. Aujourd'hui, il est parti, il reste la clairière. Mais nous souhaitons vivement que ce vide que nous ressentons tous aujourd'hui soit comblé. Les sentiments sont les sentiments de tristesse, d'angoisse et comprenez que pour quelqu'un comme moi qui connaissait le vieux depuis l'âge de 25 ans, c'est pénible. Nous avons perdu un grand homme d'État. C'est pour cela que mon sentiment est un sentiment de profonde tristesse et je saisis cette occasion pour présenter au peuple ivoirien mes condoléances les plus attristées à mon nom personnel et au nom du peuple capverdien. Difficile de dire autre chose que ce que j'ai déjà dit et que ce que je ressens. Je voudrais simplement rappeler que lorsque j'ai été élu, la première personnalité que j'ai africaine et même au niveau du monde que j'ai désiré rencontrer, saluer pour bénéficier de ses conseils et maintenant je peux le dire de sa bénédiction a été le président Houphouët-Boigny. Nous sommes venus ici à Yamoussoukro pour prendre une part active aux obsèques de ce timonier, le président Houphouët-Boigny. Toutes ces choses qui sont dites sur lui et la présence de tout ce beau monde à ses obsèques soulèvent quelques questions. Quel homme et quel président était-il pour pouvoir jouir d'un si grand prestige? Et comme beaucoup se demandent, quel rôle a-t-il réellement joué pour la France en Afrique? Dans les minutes qui vont suivre, on va retracer la vie politique du premier président de la Côte d'Ivoire. Restez donc bien scotchés, l'histoire de Félix Houphouët-Boigny, c'est maintenant. D'abord protectorat français en 1843, puis colonie française le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance le 7 août 1960. C'est donc pendant l'époque coloniale que Dia Houphouët voit le jour le 18 octobre 1905 à Ngokro, actuel Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Il est de la famille royale Akoué et à la mort en 1910 de son oncle Kouassingo, roi des Akoué, il doit le succéder à la tête du royaume. Mais âgé de seulement 5 ans, il est trop jeune pour assumer pleinement toutes ses responsabilités de
du chef. C'est alors son beau-père, Mbro Djibi, qui dirige provisoirement le village. Malgré les réticences de sa famille, l'administration coloniale décide d'envoyer le jeune Houphouët à l'école du poste militaire de Bonzi, puis en 1915 à l'école primaire supérieure de Bingenville. En 1918, âgé de 13 ans, il se convertit au catholicisme, se fait baptiser et prend le nom de Félix. En 1919, il intègre l'école normale William Ponty et obtient son diplôme d'instituteur. Mais ne voulant pas exercer le métier d'instituteur, il intègre en 1921 l'école de médecine de l'Afrique occidentale française. Bon élève, il sort major de sa promotion en 1925. Le 26 octobre 1925, Houphouët commence sa carrière en tant que médecin auxiliaire à l'hôpital d'Abidjan, où il fonde une amicale regroupant le personnel médical et indigène. Mais l'administration coloniale s'oppose à cette association et décide de le muter le 27 avril 1927 au service de Guy Clos, où les conditions de travail sont particulièrement très pénibles. Cependant, faisant preuve de bonne aptitude professionnelle, le 17 septembre 1929, il est promu à un meilleur poste à Abengourou, où en 1932, il va se battre pour le mieux vivre des Noirs en prenant la défense des paysans qui se plaignent que leur cacao est acheté à des prix dérisoires. Et le 22 décembre 1932, il publie en anonyme dans un éditorial « On nous a trop volé ». En 1934, il est appelé à devenir roi, mais préférant poursuivre sa carrière de médecin, il se désiste en faveur de son frère cadet Augustin. Après le décès de son frère Augustin en 1939, il stoppe sa carrière de médecin et succède à son frère à la tête du royaume. En devenant roi, il est aussi l'administrateur du canton d'Akoué qui représente à lui seul 36 villages. Il reprend également en charge la plantation familiale qui est alors l'une des plus grandes du pays. Il parvient à bien la développer et à la diversifier. C'est ainsi que le roi Félix Houphouët devient l'un des plus riches planteurs africains. Très soucieux de la situation des planteurs, le 3 septembre 1944, il crée le syndicat agricole africain SAA, dont il devient le président. À ce moment, anticolonialiste et panafricain, Félix Houphouët réclame une hausse de salaire et l'abolition du travail forcé. À travers son syndicat, il veut de meilleures conditions de travail pour tous les paysans d'Afrique. Il donne l'exemple lui-même, alors que les colons ne payent que 3,5 francs la journée, Félix Houphouët recrute des planteurs et les paye 10 francs la journée. Ce syndicat rencontre rapidement un grand succès et Félix Houphouët reçoit l'appui de près de 20 000 planteurs, ce qui va le rendre très populaire. En 1945, peu après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU impose aux puissances coloniales d'impliquer davantage les colonisés dans les affaires politiques. La France décide alors de faire participer ses colonies à l'Assemblée constituante française. Ainsi, elle organise l'élection de 2 députés en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny se présente et grâce à la notoriété et aux nombreux soutiens qu'il a acquis par son action syndicale, il est élu député le 4 novembre 1945. Pour cette victoire significative de son entrée à l'Assemblée française, il décide d'ajouter à son patronyme Boigny, qui signifie bélier, et devient ainsi Félix Houphouët-Boigny. Une fois député, il se fait très vite remarquer lorsqu'il suggère la loi pour l'abolition du travail forcé. Le 9 avril 1946, Houphouët crée avec Auguste Denis le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, en abrégé PDCI. Le 11 avril 1946, exactement 2 jours après la création du PDCI, la loi Houphouët-Boigny pour l'abolition du travail forcé est votée à l'Assemblée nationale française. Toujours en avril 1946, afin de garantir une meilleure protection juridique des travailleurs et de promouvoir le développement économique, il propose l'unification et la réglementation du travail dans toutes les colonies d'Afrique. Le 27 septembre 1946, à l'Assemblée nationale française, il dépose un rapport sur le système de santé des territoires d'outre-mer qu'il invite à réformer afin que les Africains en particulier puissent obtenir de meilleurs soins médicaux. Toujours en ce mois de septembre 1946, il parvient à convaincre tous les élus africains de signer le manifeste du Rassemblement démocratique africain. Et le 18 octobre 1946, le Rassemblement démocratique africain RDA est créé à Bamako au Mali. Félix Houphouët-Boigny en devient le président et le PDCI devient la section ivoirienne du RDA. Avec cette initiative de RDA, Houphouët est vu comme un leader par tous les nationalistes africains qui lui témoignent un profond respect et qui comptent énormément sur lui pour bien défendre leur cause commune. Très actif comme nous pouvons tous le constater, Houphouët-Boigny est nommé membre de la commission des territoires d'outre-mer et en devient secrétaire général. Après l'adoption de la constitution de la 4e République française le 27 octobre 1946, il est réélu sans difficulté au sein de l'Assemblée nationale française et il est nommé à la commission du règlement et du suffrage universel. Suite à cette nomination, il propose alors le 18 février 1947 de réformer en profondeur le système des conseils généraux des territoires de l'AOF et de l'AEF afin qu'il soit plus représentatif des populations autochtones. Il réclame également à de nombreuses reprises la création d'assemblées locales en Afrique afin que les Africains puissent participer à la vie politique des colonies. En France, le Parti communiste français PCF
PCF est la seule formation politique ouvertement anticolonialiste. Félix Houphouët-Boigny, comme tous les membres du RDA luttant contre le colonialisme, décide donc alors de collaborer avec le PCF. Mars 1947, c'est le début officiel de la guerre froide et le PCF passe dans l'opposition en France. À cause de sa collaboration avec le PCF, Félix Houphouët-Boigny, président du RDA, est traité de communiste et agent de Moscou par Paris. La section ivoirienne du RDA, le PDCI, devient alors la cible de la répression coloniale. Des militants du PDCI sont régulièrement arrêtés, battus et torturés par des colons. D'autres sont renvoyés sans aucune raison de leur emploi. L'un des principaux dirigeants du parti, le sénateur Victor Biakaboda, est retrouvé pendu et déchiqueté dans la forêt le 20 janvier 1950. Par la suite, la quasi-totalité des dirigeants du PDCI sont arrêtés par l'administration coloniale. Prenant peur pour sa vie et pour la fin du mouvement, Houphouët envisage la rupture avec le PCF. Dans la foulée, il est convoqué par le ministre de la France d'Outre-mer, un certain François Mitterrand. Le personnage le plus emblématique de cette période, c'est François Mitterrand, qui est en 1950 ministre de la France d'Outre-mer et qui se passionne pour les questions africaines. Et pendant 10 ans, il va se passionner pour ça, il va même en faire un marchepied pour monter dans la hiérarchie politique, etc. Il écrit 2 livres sur le sujet quand même, en 53 et en 57, où il se bat en permanence pour dire il faut changer le système, les gars, parce que sinon on va tout perdre. Tout va exploser et on va tout perdre. Donc il faut changer, il faut lâcher du lest, il faut faire des réformes, il faut donner des choses aux Africains pour qu'ils aient envie de rester avec nous. Ils aient envie justement de rentrer dans cette logique fusionnelle. Et ils trouvent un allié qui est Félix Houphouët-Boigny, qui à l'époque est député de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale française, et il fait une alliance politique avec lui pour justement engager et pour mener ces réformes qui vont aboutir quelques années plus tard à ce système france-africain. Pendant la rencontre entre les deux hommes, Mitterrand lui propose d'arrêter ses combats anticolonialistes et panafricains et d'être au service de la France. En retour, la France développe la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny accepte et rompt officiellement avec les communistes français. C'est alors là la fin du Félix Houphouët-Boigny révolutionnaire et anticolonialiste qui laisse place désormais au Houphouët-Boigny défenseur des intérêts français. Et on lui propose que s'il abandonne la lutte pour l'indépendance, la France s'engage à faire de Abidjan le pari numéro 2 qui est en Afrique. Nous sommes en 1950. Houphouët-Boigny va répondre par oui. C'est ce oui de Houphouët-Boigny qui fait que la France coloniale vient construire 3 investissements en Côte d'Ivoire. Le lycée de Cocody, le port d'Abidjan et le palais de l'Assemblée. En 1951, toute la grande classe politique française va se déplacer pour venir procéder à l'inauguration des 3. Et la parenthèse historique, c'est que c'est entre les 3 que le palais du président viendra être édifié pour être quadrillé. L'hôtel du Golfe, dont on parlera plus tard, c'est toujours dans cet environnement-là. Donc, c'est à ce moment-là que François Mitterrand lui-même fera son premier voyage en Afrique, 1951, pour venir célébrer la victoire que la France vient d'avoir sur l'Afrique par la Côte d'Ivoire. Pour témoigner son amitié à Mitterrand et pour laver cette image de communiste qui lui est donnée par les colons, Félix Houphouët-Boigny, président du RDA, présente lors des élections législatives de 1951 une liste commune avec le parti de François Mitterrand, l'Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR. Le secrétaire général du RDA et ami personnel de Félix Houphouët-Boigny, Gabriel Darboussier, dénonce cette nouvelle ligne pro-colonialiste et quitte le RDA. L'Union des populations du Cameroun, l'Union démocratique sénégalaise et l'Union démocratique nigérienne, toutes membres du RDA anticolonialiste, se sentent trahis par Félix Houphouët-Boigny et refusent de rompre leur rapport avec le PCF, qu'ils considèrent comme seul moyen de réellement se faire entendre en France. Le 1er février 1956, Félix Houphouët-Boigny est nommé ministre délégué à la présidence du Conseil dans le gouvernement Guy Mollet. Quelques mois plus tard, le 23 juin 1956, à la suite de l'adoption de la loi cadre de fer visant à donner la possibilité aux colonies de créer leur gouvernement, une élection territoriale est organisée en Côte d'Ivoire le 3 mars 1957, au cours de laquelle le PDCI remporte une victoire écrasante. Houphouët-Boigny, qui occupe déjà les fonctions de ministre en France, de président de l'Assemblée territoriale ivoirienne depuis 1953 et de maire d'Abidjan depuis novembre 1956, décide de laisser le poste de président du Conseil de gouvernement de Côte d'Ivoire à
Auguste Denis. Ce qui fait d'Auguste Denis la première personnalité du pays juste après le gouverneur français Ernest de Nattes. Mais à cause de ses relations très particulières avec la France, pour Paris, Félix Houphouët-Boigny reste le seul interlocuteur de la colonie. En ce qui concerne la loi cadre de fer, malgré qu'elle sonne bien en réalité dans l'esprit de ses concepteurs, cette loi est un dispositif visant à faire émerger dans chaque territoire des élites africaines dociles, susceptibles de devenir les agents et les défenseurs locaux des intérêts de la France. Et cette loi a été adoptée sur l'initiative de Félix Houphouët-Boigny et de Gaston Defferre, ministre français d'Outre-mer et maire de Marseille. Le 7 avril 1957, le chef du gouvernement du Ghana, Kwame Nkrumah, en déplacement en Côte d'Ivoire, appelle toutes les colonies d'Afrique à prendre leur indépendance pour pouvoir former plus tard tous ensemble les États-Unis d'Afrique. Félix Houphouët-Boigny ne s'aligne pas et fait savoir à Nkrumah qu'il est favorable pour une continuité sous l'administration des colons français. Le 6 novembre 1957, Houphouët-Boigny est nommé ministre de la Santé publique et de la population dans le gouvernement Félix Gaillard, poste qu'il occupe jusqu'au 14 mai 1958. Du 1er juin 1958 au 8 janvier 1959, il est ministre d'État du général de Gaulle. Il participe tout comme Léopold Sédar Senghor à l'élaboration de la politique africaine de la France. Et le 4 octobre 1958, Houphouët-Boigny est l'unique signataire africain aux côtés de Gaulle de la constitution de la 5e République française. Fidèle allié de Gaulle et ami intime de Jacques Foccart, il confirme sa position d'anti-indépendantiste lors du référendum pour la communauté franco-africaine, proposé par de Gaulle le 28 septembre 1958. Il fait campagne pour de Gaulle afin que tous les élus africains refusent l'indépendance et acceptent la communauté franco-africaine qui fait des colonies africaines des départements français. Il promet alors aux élus africains une meilleure croissance économique s'ils acceptent la communauté. Et comme il est l'aîné et qu'il est doté d'un aura très fort et d'une grande influence, tous les chefs de gouvernement africains s'alignent à sa cause et votent oui pour la communauté franco-africaine. À l'exception du chef du gouvernement guinéen, Ahmed Sékou Touré, qui dit non en déclarant qu'il préfère la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. C'est donc suite à ce oui pour la communauté franco-africaine très soutenue et favorisée par Houphouët-Boigny que la France fait signer aux dirigeants africains les accords de coopération monétaire, militaire, sanitaire, culturelle et même éducatif. Traduction, adoption continue du franc des colonies françaises et d'Afrique, franc CFA, dont le taux d'échange n'est fixé que par la France. Autorisation des bases militaires françaises en Afrique, droit exclusif de la France sur certaines ressources, etc. Une fois les accords signés et après avoir placé dans chaque pays des marionnettes au service de la France, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Amadou Ahidjo au Cameroun, Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Léon Mba au Gabon, Maurice Yameogo en Haute-Volta, David Dacko en Centrafrique, Charles de Gaulle décide d'accorder les soi-disant indépendances. C'est ainsi que le 7 avril 1960, Félix Houphouët-Boigny proclame l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il devient le premier président et puis il organise la première élection présidentielle en novembre de la même année. Seul candidat, il est élu avec 100% des voix. Malgré que depuis le 7 avril 1960, il est président de la République de Côte d'Ivoire, il continue à travailler jusqu'en mai 1961 pour la France en tant que ministre conseiller du gouvernement Debré. En 1960, Houphouët-Boigny rédige la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire. Il s'inspire de la constitution américaine qui établit un exécutif puissant et de la constitution française de 1958 qui limite certains pouvoirs du législatif. Les députés sont désignés directement par lui. Il fait donc ainsi de l'Assemblée nationale une simple chambre qui vote les lois qu'il veut et les budgets que lui-même décide. Il impose aussi très vite le parti unique dans le pays et pour rester fidèle aux colons, il affecte des conseillers français à ses ministres et nomme des Français à des postes stratégiques. Il fait de Alain Auguste Robert, homme politique français très proche des réseaux Foccart, le secrétaire général du gouvernement de la Côte d'Ivoire du 25 mai 1958 au 30 novembre 1990. Guy-Joseph Émile Naéré, qui a occupé plusieurs postes dans les administrations coloniales françaises, homme politique français d'origine guadeloupéenne, est le directeur de cabinet de Félix Houphouët-Boigny de 1960 à 1993. Mauricio Beaupré, gaulliste et agent secret de Foccart, est le conseiller particulier de Félix Houphouët-Boigny. Vous avez été donc conseiller de M. Bozizé, conseiller de M. Houphouët-Boigny, conseiller de nombreux chefs d'État africains. Oui, conseiller occulte parfois, mais c'est vrai que on peut admettre que certains des chefs d'État dont j'ai été le conseiller ne sont pas blanc-bleu et qu'ils ont été peut-être des dictateurs en col blanc.
Georges Hounen, un Arménien qui a des relations très intimes avec Jacques Foccart, est directeur du protocole de Félix Houphouët-Boigny. Et puis, Jacques-Raphaël Lake, ami proche de Foccart, est l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire de 1963 à 1979. Ils étaient autre chose que des ambassadeurs. Ils rendaient compte avant tout aux deux chefs du village. Et les deux chefs du village franco-africain, c'était bien le président Omar Bongo pour le Gabon ou le président Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, mais c'était pareil pour tous les pays africains. Et le deuxième chef de village, c'était Jacques Foccart. En réalité, ce sont donc toutes ces personnes citées plus tôt qui organisent et influencent toute la vie politique ivoirienne. Sur le plan économique, Félix Houphouët-Boigny opte pour une économie libérale. Il met en place plusieurs politiques et initiatives pour développer l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il encourage l'investissement dans l'agriculture en faisant des coopérations avec d'autres pays et organisations internationales. Et en offrant aussi des incitations aux agriculteurs et aux investisseurs, notamment des subventions, des crédits et des infrastructures de soutien telles que les routes et les ports. Outre le cacao et le café, il diversifie les cultures en introduisant de nouvelles cultures commerciales telles que les ananas, les bananes, le coton et le maïs. Entre 1960 et 1970, les cultures de cacao triplent leur production atteignant 312 000 tonnes, celles de café passant de 185 500 à 275 000 tonnes, tandis que les exportations de bois passent entre 1950 et 1965 de 90 000 à 1 250 000 tonnes. Si ces derniers représentent 80% des exportations de la Côte d'Ivoire, celles de bananes s'élèvent tout de même en 1965 à 150 000 tonnes et celles d'ananas à 40 000 tonnes. Par ailleurs, les cultivateurs du Nord sont vivement encouragés à développer la culture du coton dans leur région. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire devient l'une des plus grandes puissances agricoles dans le monde. Et déjà au début des années 60, les recettes en matière première de la Côte d'Ivoire progressent de 158%, atteignant ainsi les 1000 milliards de francs. Le président Houphouët développe également une politique de modernisation des infrastructures, avec notamment l'édification du quartier d'affaires du plateau à Abidjan, à cause des avantages accordés par son code des investissements qui permet aux entreprises étrangères de rapatrier jusqu'à 90% de leurs bénéfices dans leur pays d'origine et de n'investir obligatoirement que 10% en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny réussit à attirer des investisseurs étrangers, en particulier des Français. Les Français, qui étaient au nombre de 10 000 avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, vont après l'indépendance être près de 50 000 dans le pays. Le secteur secondaire connaît lui aussi un essor spectaculaire grâce à l'industrie légère, notamment dans l'agroalimentaire, avec l'installation de minoteries, d'huileries et de conserveries, et dans la transformation avec la mise en place de filatures et de scieries. Ainsi, entre 1960 et 1973, la production industrielle enregistre un taux de croissance annuel moyen de 20%, faisant passer sa part dans le PIB de 15 à 25%. Le chiffre d'affaires de la grande et petite industrie ivoirienne passe alors pour cette période de 13,5 à 164 milliards de francs CFA, tandis que pour la période de 1973 à 1983, il est multiplié par 8,5, atteignant 1170 milliards de francs CFA. Avec cette forte croissance de l'agriculture, la balance commerciale enregistre des excédents, c'est-à-dire le pays exporte plus qu'il en importe. La Côte d'Ivoire est sur une bonne voie. Des efforts sont aussi enregistrés sur le domaine de l'éducation et de la santé, avec la construction de plusieurs écoles, de lycées et la construction de l'université de Cocody. Le taux de scolarisation croît d'année en année et au début des années 80, le taux d'alphabétisation est déjà près de 60% pour les personnes âgées de plus de 15 ans. On observe aussi la construction de plusieurs centres de santé dans les zones rurales. Ce développement et cet essor économique modifient profondément le mode de vie des Ivoiriens, entraînant une augmentation de l'exode rural et la hausse de revenus annuels par ménage qui atteint 500 000 francs CFA à la fin des années 70. La Côte d'Ivoire devient une terre d'immigration pour de nombreux pays africains, principalement pour des Burkinabés et pour les Maliens. Félix Houphouët-Boigny fait donc preuve d'hospitalité et soucieux de la paix, accueille très bien les étrangers et envisage même de donner le droit de vote aux étrangers à condition que ceux-ci vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët accorde des bourses aux meilleurs étudiants et récompense avec distinction des sportifs ivoiriens. Au niveau de la sous-région, afin d'apporter son aide à des pays voisins qui sont un peu à la traîne, avec le Conseil de l'Entente qu'il a créé en 1959, constitué de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Il essaye de promouvoir le développement économique et la coopération sociale et culturelle entre ses membres avec un fonds d'entraide permettant de soutenir les membres les plus défavorisés. La Côte d'Ivoire, à elle seule, apporte plus de 60% du fonds d'aide. Cette réussite générale du président Félix Houphouët-Boigny est qualifiée de miracle ivoirien. Mais ce miracle ivoirien cache en réalité une petite face sombre.
La vérité est que la France a besoin d'une vitrine de sa politique africaine. Et Félix Houphouët-Boigny est un ami fidèle. Elle fait donc des investissements dans presque tous les secteurs en Côte d'Ivoire et laisse les honneurs à Félix Houphouët-Boigny. La SOL, la société des caoutchoucs du Grand Bérébi, l'une des sociétés d'État les plus importantes de la Côte d'Ivoire à partir de 1969, est majoritairement financée par le groupe Michelin. La France, qui détient près de 45% du capital de la compagnie aérienne Air Afrique, appartenant à 11 pays d'Afrique, décide de faire construire à Abidjan la base de la compagnie aérienne. Pendant ce miracle ivoirien, dans de 1960 à 1970, plus précisément, l'exploitation du manganèse, du cuivre, du diamant, du bauxite et d'autres minéraux est faite par des sociétés françaises et certaines cultures agricoles sont aussi faites par la France. La réussite agricole pour laquelle il est tellement félicité n'est en réalité qu'une réussite au sens colonial du terme, car près de 50% des produits agricoles ivoiriens destinés à la commercialisation sont vendus à la France, qui paye l'État ivoirien en francs CFA. Et ce fameux franc des colonies françaises d'Afrique, pour lequel il a dit oui, est fabriqué par l'État français à Chamalia en France, qui a donc la capacité d'imprimer des billets, de produire officieusement autant de francs voulus pour acheter les matières premières de la Côte d'Ivoire. Et avec les accords de coopération soutenus par lui-même, la Côte d'Ivoire est encore obligée de verser 50% de sa réserve de devises au trésor public français. La France, en réalité donc, se procure gratuitement les matières premières ivoiriennes. Comme dit l'autre, n'oublions jamais que ce sont les pays eux-mêmes qui se développent et non pas ceux qui les aident. En Côte d'Ivoire, c'est la France qui réalise à crédit la plupart des projets d'État. Traduction, la Côte d'Ivoire se fait développer par la France, et qui en réalité n'est pas du développement, mais plutôt le renforcement de la dépendance de la Côte d'Ivoire à la France. Et l'expression miracle ivoirien vient des journaux français au service des politiques, et ces journaux ont pour mission de donner une très belle image à la Côte d'Ivoire et à Félix Houphouët-Boigny. L'objectif derrière est que les chefs d'État africains continuent à le voir comme un modèle et qu'ils continuent à écouter ses conseils qui en vérité ne sont que les volontés de Paris. En ce qui concerne le Conseil de l'Entente, Félix Houphouët-Boigny le met sous pied sous ordre de la France pour contrecarrer la fédération du Mali de Modibo Keïta et de Senghor qui veulent une fédération des pays de l'Afrique de l'Ouest. Félix Houphouët-Boigny, quant à lui, poursuit la volonté coloniale et se positionne pour une balkanisation, c'est-à-dire que les pays ne forment pas d'union et restent en petite entité. Avec le temps, Félix Houphouët-Boigny multiplie les services pour la France en Afrique de l'Ouest. En 1963, la France, jugeant le Nigeria comme potentiellement dangereux pour les États de son précaré, Jacques Foccart envoie cette année à Houphouët-Boigny le lieutenant-colonel Raymond Bichelot en mission pour suivre de près l'évolution politique du Nigeria. L'occasion d'affaiblir le Nigeria se présente en mai 1967 lorsque le lieutenant-colonel Odumegwu Emeka entreprend la sécession du Biafra. La France voit aussi pour la même occasion une grosse opportunité d'exploiter du pétrole. Si jamais le sécessionniste arrivait à ses fins. Surtout beaucoup de rotations entre Libreville et Abidjan pour aller chercher la marchandise. Et puis après, on a commencé à faire des rotations sur directement Libreville, le Biaf ou Abidjan, le Biafra aussi. Et moi, des voyages, je me souviens plus, j'ai dû en faire, je sais pas, 70 à peu près, quelque chose comme ça, quoi. D'accord. La marchandise, c'était quoi? Ah ben, la marchandise, c'était des armes. Enfin, c'était des munitions, c'était du matériel de guerre, puis c'était la guerre, quoi. Alors, Houphouët-Boigny soutient les sécessionnistes. Les mercenaires et les armes sont donc fournis en masse depuis Abidjan au Biafra par l'homme de Foccart en Côte d'Ivoire et conseiller de Houphouët-Boigny, Jean-Maurice Beaupré. L'objectif est simple, soutenir les sécessionnistes afin qu'ils puissent continuer cette guerre qui a engendré près de 2 millions de morts. Et à la fin de la guerre, c'est en Côte d'Ivoire que s'exile le lieutenant-colonel Odumegwu Emeka. Sankara sera assassiné le 15 octobre 1987 avec 12 de ses camarades dans un complot principalement mené depuis Paris et Abidjan, qui va profiter à Blaise Compaoré qui était son meilleur ami, et sa disparition va mettre effectivement un terme à tout un processus révolutionnaire au Burkina Faso. Houphouët-Boigny est aussi impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara. En effet, après la prise de pouvoir au Burkina Faso par le jeune militaire révolutionnaire Thomas Sankara, qui est contre le néocolonialisme et l'impérialisme, il est très vite un problème pour François Mitterrand, ami très proche de Félix Houphouët-Boigny. Le vieux a donc une relation très tendue avec son voisin. La première tension concerne la présidence de la CEDEAO. Et puis, les tensions atteignent leur paroxysme en 1985. La Côte d'Ivoire accuse les autorités burkinabées d'être impliquées dans une tentative de complot et d'enrôler de force de jeunes étudiants ivoiriens au Burkina Faso. Houphouët-Boigny réagit en invitant le capitaine Jean-Claude Kamboulé, adversaire de Sankara, à se réfugier en Côte d'Ivoire afin qu'il organise l'opposition au régime sankariste. Il réussit aussi à se mettre dans sa poche le numéro 2 du régime burkinabé, Blaise Compaoré. En effet, au cours d'une mission en Côte d'Ivoire en 1985, Blaise fait la connaissance de Chantal Terrasson de Fougères, une femme issue de la haute société ivoirienne.
Elle est la fille du docteur Jean Koroma Terrasson, un proche d'Houphouët. Paris profite des dissensions de l'organe dirigeant du Burkina Faso et prend contact par le biais de Houphouët-Boigny avec Blaise Compaoré. Les services secrets français, Houphouët-Boigny, Laurent Dona-Fologo, Robert Guéhi et Pierre Ouedraogo organisent en 1987 à Abidjan le renversement de Thomas Sankara. Le 15 octobre de la même année, Sankara trouve la mort au coup du putsch qui le renverse. Coïncidence ou pas, des années plus tard, c'est encore en Côte d'Ivoire que Blaise Compaoré s'exile. Toujours au service de la France, Houphouët-Boigny est impliqué dans plusieurs tentatives de renversement de présidents africains. Bon, sur le plan national, malgré le développement et l'économie qui prospèrent, Félix Houphouët-Boigny fait déjà face dès 1963 à une protestation émanante même de l'intérieur du PDCI, principalement menée par les jeunes du Rassemblement démocratique africain de Côte d'Ivoire, qui le traitent de francophile et de dictateur, et aussi par certains membres du gouvernement qui ne sont pas toujours d'accord avec ses choix. Pour les faire taire, en 1963 et en 1964, prétextant des complots contre sa vie, plusieurs de ses collaborateurs comme Jean-Baptiste Moquet sont ministres de l'Agriculture et de la Coopération. Ernest Boka, président de la Cour suprême, Germain Kofi Gado, le ministre de la Justice, Jean Konan Bani, ministre de la Défense, 6 autres députés et plusieurs autres personnes sont arrêtés et emprisonnés dans les prisons d'Assabou à Yamoussoukro et à Dimbokro. Torture, maltraitance, humiliation, assassinat déguisé, certains n'en sortiront pas vivants comme Ernest Boka, le premier président de la Cour suprême. Les sévices ne s'arrêtent pas aux présumés comploteurs. Leurs familles aussi subissent les coups tordus du régime. C'est ainsi qu'un climat de terreur s'abat sur la Côte d'Ivoire. À cause de cette ambiance dans le pays, les bêtés de Gagnois et les Sans-Nuit commence à exprimer une certaine hostilité envers Félix Houphouët-Boigny. Toutefois, ayant consolidé son pouvoir, 3 ans plus tard en 1967, il libère les hommes qu'il avait fait prisonniers. Afin de se maintenir au pouvoir et de déjouer toute tentative de coup d'État, le président ivoirien réduit au strict minimum les effectifs et l'armement des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, en abrégé Franci, créé le 27 juillet 1960. Il confie alors la défense aux forces armées françaises qui, par le traité de coopération en matière de défense du 24 avril 1961, stationnent à Port-Bouet et peuvent intervenir dans le pays à la demande de Houphouët-Boigny. En 1969, à la demande du président, les forces armées françaises interviennent lors de l'événement du 108, bilan près de 2 000. Puis, elles interviennent encore en 1970 lors de la création d'un groupement politique non autorisé, le mouvement Ebunéen, mené par le BT Krak Benyakbe à Gagnois, qui voulait créer la République des Burni au sein même de la Côte d'Ivoire. Bilan, près de 4000 personnes assassinées. Félix Houphouët-Boigny devient très craint et gouverne alors son pays d'une main de fer et enferme toute personne pouvant être un problème. C'est ainsi qu'un professeur d'université qui critique le régime d'Houphouët-Boigny est très actif dans le début des années 70 est jeté en prison avec sa femme, à Séguéla et à Bouaké, de mars 1971 à janvier 1973. Son nom est Laurent Gbagbo. Au début de l'année 1977, un scandale de corruption impliquant la surfacturation de 3 sucreries secoue le gouvernement. Aucun procès n'a lieu, mais des mesures sont immédiatement prises. Le 23 juin 1977, une loi anticorruption est adoptée. Le 20 juillet 1977, 9 ministres sont limogés et en vue de soigner son image, le président Houphouët-Boigny fait don à l'État de ses plantations de Yamoussoukro. En 1983, un nouveau scandale financier secoue la classe dirigeante au sujet de la Logémat, un organisme d'État chargé de reverser à des particuliers les loyers des logements occupés par des fonctionnaires. Lors de cette affaire, il s'avère que cet organisme profite essentiellement aux responsables politiques qui, après avoir fixé des loyers administratifs, récupèrent l'argent versé par l'État par le biais de logements leur appartenant. Le président est lui-même impliqué dans cette affaire puisque sa famille touche de cette même manière 6 700 000 francs par mois de l'État. Au début des années 80, la crise économique causée par les 2 chocs pétroliers, la hausse du dollar, la dévaluation du franc CFA et l'effondrement du cours du cacao et du café vont chambouler l'économie ivoirienne. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire est victime en 1983 et en 1984 d'une sécheresse qui ravage près de 400 000 hectares de forêt et 250 000 hectares de cacao et de café. À la fin des années 80, les entrées de la Côte d'Ivoire de cacao chutent de 70%, quittant ainsi de 1000 à 300 milliards de francs CFA. Pour faire face à cette situation, le président Houphouët augmente le budget du Kesta pour continuer à assurer un revenu décent aux agriculteurs. Houphouët-Boigny se rend en 1983 à Londres pour négocier un accord tarifaire sur le café et le cacao avec les industriels. Ces négociations se soldent malheureusement par un échec. Désespéré, il multiplie les appels à la communauté internationale pour un juste prix des matières premières, mais n'obtient malheureusement aucune réponse positive. Alors que la Côte d'Ivoire est dans une économie décroissante sans précédent, en 1983, le président Houphouët-Boigny engage les architectes Pierre Fakouri et Olivier Clément Kako pour le transfert de la capitale ivoirienne d'Abidjan vers Yamoussoukro, avec des grands projets ayant des coûts de construction atteignant les milliards de francs CFA, tels que le palais présidentiel de Yamoussoukro, la maison des députés, la fondation Félix Houphouët-Boigny, l'hôtel de ville de Yamoussoukro,
Yamoussoukro et la maison du PDC. Il construit aussi à partir de 1985 pour en faire cadeau au Vatican la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le coût total des travaux est estimé à 40 milliards de francs CFA, 6% du budget annuel du pays. Les années passent, l'économie se détériore et le 27 mai 1987, la Côte d'Ivoire se déclare insolvable et a une dette autour de 10 milliards de dollars. En 1989, le livre Guinness des records reconnaît la basilique de Yamoussoukro comme l'édifice religieux chrétien le plus large au monde. C'est le pape Jean-Paul II lui-même qui consacre la basilique le 10 septembre 1990. Pour l'occasion, Félix Houphouët-Boigny invite ses amis Jacques Chirac, maire de Paris, Jacques Foccart, ancien conseiller à l'Élysée pour les questions africaines, Jean-Christophe Mitterrand, le fils du président français, ainsi que l'ancien premier ministre Pierre Messmer. La construction de la basilique pendant cette mauvaise période économique est fortement critiquée par l'opposition qui estime que le président, avec cet argent, aurait pu créer des emplois pour réduire le taux de chômage qui se fait très croissant dans le pays. Pour sa défense, le président Houphouët-Boigny déclare que l'édifice est financé sous fonds propres et qu'il ne s'agit pas de l'argent du gouvernement. La crise économique engendre un malaise social en Côte d'Ivoire. Elle entraîne une sévère dégradation des conditions de vie des classes moyennes et des populations urbaines défavorisées. Selon la Banque mondiale, la population vivant au-deçà du seuil de pauvreté passe de 11% en 1985 à 31% en 1993. Malgré la prise de certaines mesures telles que la réduction du nombre de coopérants français qui passe de 3000 à 2000 en 1986, libérant ainsi 1000 postes pour de jeunes diplômés ivoiriens, le gouvernement ne parvient pas à gérer la montée du chômage et la faillite de nombreuses entreprises. De fortes agitations sociale secouent alors le pays, créant un véritable climat d'insécurité. De nombreux soldats aussi se révoltent contre le gouvernement en 1990. Et le 2 mars 1990, des manifestations contestataires sont organisées dans les rues d'Abidjan avec des slogans « Houphouët voleur, corrompu et dictateur ». Au sommet de la Baule en 1990, le président français François Mitterrand demande aux chefs d'État africains de démocratiser davantage leur pays et de cesser les dérives dictatoriales. Mais Houphouët-Boigny reste toujours contre l'adoption du multipartisme, avançant comme argument que le multipartisme peut créer des tensions et conflits tribaux dans le pays. Argument qui fâche le leader de l'opposition, Laurent Gbagbo. Mais qui est-il, lui, pour décider que le multipartisme ne pourrait pas être installé en Côte d'Ivoire? Je vous signale, monsieur, que c'est le multipartisme qui a fait connaître Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a été élu en 1945 par un vote pluriel. Dès 1946, les partis se sont créés et ont existé. Et il n'y a pas eu de guerre ethnique. Il y a eu le PDCI-RDA, il y a eu le Parti progressiste, il y a eu la SFIO branche Côte d'Ivoire, il y a eu l'indépendance de Côte d'Ivoire, etc. Et il n'y a jamais eu de guerre ethnique. Mais je vous signale par ailleurs qu'en Inde, où il y a beaucoup plus d'ethnies qu'en Côte d'Ivoire, en Inde où il y a beaucoup plus de religions qu'en Côte d'Ivoire, le multipartisme n'a jamais été remis en cause en Inde. Et l'Inde vit avec ses hauts, avec ses bas, l'Inde a toujours vécu. Chaque fois qu'un Africain sort cet argument de la multiplicité des ethnies, c'est un dictateur qui se cache. Sous la pression française, le président Boigny finit par adopter le multipartisme et à l'élection présidentielle du 28 octobre 1990, pour la première fois depuis 30 ans, il se retrouve face à un adversaire, Laurent Gbagbo. Âgé de 85 ans et souffrant déjà de légère cécité, il est réélu pour un 7e mandat avec 81% des voix. Le 7 novembre 1990, pour la toute première fois, il nomme comme premier ministre un économiste, gouverneur de la BCEAO, Alassane Ouattara. Il a pour mission de relever et de stabiliser l'économie du pays. Pour mener à bien sa mission, il impose une politique de rigueur budgétaire. Il réduit les dépenses de l'État. Les salaires des fonctionnaires sont réduits de 15 à 40% et la taxation des salaires privés va de 1 à 11%. En mai 1991, juste quelques mois après l'élection, de nouvelles tensions éclatent encore. Les étudiants font des manifestations et marchent dans les rues d'Abidjan. Fatigué de devoir supporter une nouvelle manifestation, le régime de Félix Houphouët-Boigny envoie dans la nuit du 17 au 18 mai 1991 des paracommandos occuper le campus de la cité universitaire de Yopougon. De nombreux crimes sont perpétrés par l'armée. Devant ces violences est restée impunie, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire profite de l'absence du président ivoirien qui est en vacances pour 5 mois en France, organise à Abidjan, le 13 février 1992, une grande manifestation qui se termine par l'arrestation d'une centaine de personnes. Le 18 février 1992, c'est au tour du FPI, Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo, d'organiser à Abidjan une manifestation qui dégénère en émeute, avec l'arrestation de 300 personnes dont Laurent Gbagbo et René Denis Segui, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Les deux hommes sont condamnés le 6 mars
condamnance à 2 ans de prison ferme, mais sont libérés plus tôt par Houphouët-Boigny le 24 juillet 1992. Le 4 avril 1992, ce sont les militaires et les membres de la garde républicaine qui grèvent dans les rues de Yamoussoukro, la ville natale du président. Ils réclament leur salaire. La situation est communiquée par Alassane Ouattara au président, qui s'empresse à parler directement avec les militaires et leur promet que leurs salaires seront versés dans les plus brefs délais. En cette année de 1992, le président multiplie les voyages pour la France et son absence se fait de plus en plus remarquer. En réalité, sa santé se dégrade. En juin 1992, il est opéré dans le service d'urologie de l'hôpital Couchet à Paris. Après l'opération, il reste à Paris et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui dirige, mais toujours selon la volonté du vieux. En octobre 1992, le président Félix Houphouët-Boigny est une fois de plus hospitalisé. Alassane Ouattara recommande. Il assume officieusement l'intérim et réussit à maintenir la paix dans le pays. Mais cette situation crée un doute dans une partie de la population qui commence à se demander si le président est vraiment encore en capacité de diriger. À Paris, les médecins de l'hôpital Cochin n'arrivent pas à soigner Félix Houphouët-Boigny. C'est alors dans un état critique qu'il est transféré dans une clinique à Genève. À Genève, après avoir tout tenté, ils ne réussissent pas aussi à améliorer l'état de santé du président. C'est finalement Alassane Ouattara qui prend la décision de faire entrer Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire à bord d'un avion privé le 13 novembre 1993. Une fois installé dans sa résidence à Yamoussoukro, malgré les efforts de plusieurs médecins, son état de santé se dégrade de jour en jour et au petit matin du 7 décembre 1993, le Nana Houphouët, comme on l'appelait, s'éteint. Dans la tristesse de son deuil, les Ivoiriens ne peuvent s'empêcher de s'interroger sur sa succession. Mais en cas de vacances au pouvoir, la constitution est claire. Et de son vivant, le président Félix Houphouët-Boigny lui-même avait tenu à clarifier cela. Alors, le soir du 7 décembre 1993, Konan Bédié, qui est donc président de l'Assemblée nationale, prête serment et devient président de la République. On ne connaît même pas exactement le nombre d'appartements qu'il a achetés pour ses enfants, pour des parents. Et en même temps, ça s'est étendu tout autour de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça a commencé avec l'ambassade de l'avenue Raymond Poincaré. Ils ont racheté tous les immeubles autour, des hôtels particuliers. Il allait beaucoup à Marne-la-Coquette où il avait acheté 17 villas. Enfin, il était l'un des principaux propriétaires de l'immobilier parisien. C'était vraiment impressionnant. L'argent est placé dans des coffres en Suisse, essentiellement à la banque UBS. Durant ses 33 ans de règne, le président ivoirien a possédé près de 10 propriétés en région parisienne, dont une gentilhommière de style Louis XIV à Choisy-sur-École, l'ancien appartement de Jean Gabin dans le 8e arrondissement de Paris, un autre dans le 11e arrondissement, ainsi que sa résidence personnelle rue Marsan, avec un parc de 8590 m², évalué en 1998 à 18,3 millions d'euros. À cela s'ajoutent d'autres propriétés en Europe. Si l'on en croit la lettre du continent, il détenait aussi une maison en Suisse, au Schönbourg, et une propriété en Italie à Castel Gandolfo. Il possédait aussi des comptes à l'étranger, notamment en Suisse, UBS, SIB, Everlasting. La Suisse, pays qu'il connaissait bien, puisque il y avait quelques sociétés immobilières et des actions dans les bijouteries et horlogeries UP de Genève. À sa mort, sa fortune est estimée à 11 milliards de dollars, faisant de lui à ce moment l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Le président Félix Houphouët-Boigny s'est battu à sa façon pour la Côte d'Ivoire. Mais à quel prix? Comme tout chef d'État, sa vie politique est marquée de bonnes actions et tachée par de mauvaises. En cherchant sur lui, j'ai trouvé beaucoup d'informations et il est fort probable que j'ai oublié certaines. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et à faire des compléments d'informations. S'il y a une fausse info que j'ai reliée, n'hésitez pas à la souligner s'il vous plaît. Si la vidéo vous a plu, encouragez-moi avec un petit like. Bon, c'était l'histoire de Félix Houphouët-Boigny.